Entretien. Alors je m'intéresse beaucoup à Fleming parce qu'il me semble d'être un certain type d'anglais, écrivain anglais même, on peut dire. Mais Fleming, j'ai mis Fleming comme personnage dans mon roman à livre ouvert. Il a été joué dans l'adaptation du roman en plus. J'ai écrit des articles sur Fleming, mais il me fascine parce que je pense que lui-même, il a une espèce de haine pour lui-même. Mais il était riche, il a eu cet énorme succès avec James Bond, mais à la fin de sa vie, il était dans un état de misère complet, misanthrope absolu. Sa femme a dit Ian est dans son chambre à coucher, dans un état de misère totale. Pourquoi? Je pense qu'il s'est suicidé presque, Fleming aussi. C'était une suicide lente, aidé par l'alcool, les cigarettes, les drogues. Mais pourquoi il a eu envie de mourir? Donc, pour un romancier, c'est un homme fascinant. Et en plus, il y a des autres écrivains britanniques du même époque. Evelyn Waugh, par exemple, c'est pareil, presque pareil. Un autre écrivain peu connu aujourd'hui qui s'appelle Henry Green, très connu pendant les années 50. Mais tous les trois étaient talentueux, doués, avec un grand succès dans leur profession, mais tous les trois, à mon avis, ont eu envie de mourir très vite. Donc c'est une fascination comme ça. Fleming n'est pas vraiment dans l'attente de l'aube, mais ses habitudes anglaises, peut-être on peut trouver dedans. Il était un peu dandy, comme Lysander. Mais c'est très intéressant d'écrire un roman de James Bond avec toute cette connaissance de Fleming. Parce que le James Bond littéraire est beaucoup plus intéressant que le James Bond du cinéma. Le Bond qu'on trouve dans les 14 romans que Fleming a écrits est beaucoup plus complexe, troublé, il souffre un petit peu, il a des moments de malchance qui tombent sur lui. Donc c'est un personnage idéal pour un roman d'espion, mais on va voir qu'est-ce que je vais écrire. Mais non, vous pouvez voir comment j'ai envie de commencer, mais non, je pense que pour Fleming, Bond était une espèce de doppelganger pour lui. Bond était toutes les choses que Fleming manquait. Mais c'était très intéressant parce que Bond est moitié écossais et moitié suisse. Pas anglais, mais il est le vrai espion anglais. Le mythe de James Bond est d'un espion anglais, mais il n'est pas du tout anglais. C'est très intéressant de jouer avec ces détails dans la vie de Bond. Donc, non, c'est sûr que mon intérêt vis-à-vis Fleming peut-être a influencé l'invitation de la famille Fleming que j'écris un nouveau James Bond. Mais c'est sûr aussi que tout ce que je sais autour de Fleming va influencer les méthodes que j'utilise dans mon roman. Ça sera intéressant. Mediapart. Entretien. J'aime les complots compliqués, j'aime les narrations qui tournent, avec beaucoup de virages, et c'est ce que je veux lire, c'est ce que j'aime écrire. Donc, mais aussi, en même temps, j'ai eu envie de écrire un roman d'espionnage, d'abord, mais de faire autre chose en même temps. Et c'est à cause de ça que je fracture la narration. On change on dit
vous êtes, on dit il est, on dit j'ai. Donc vous avez les pages du journal intime de Lysander dedans. C'est pour mélanger un peu les effets et de présenter quelque chose de plus riche qu'un simple roman d'espionnage. Mais j'aime beaucoup que de temps en temps le lecteur est un peu confus, parce qu'il faut faire attention, parce que les choses changent beaucoup dans le roman. J'aime les surprises en plus. Donc, mais vraiment, le mécanisme du roman, c'est très complexe, mais pour moi, c'est un plaisir de construire un roman comme ça. Les romans que j'ai écrits moi-même sont toujours... je pique toujours les romans, des choses, des romans de genre, soit les thrillers, soit les romans d'espionnage. Même dans mon roman L'après-midi bleu, il y a un meurtre en série. Parce que mes romans ont toutes les narrations très fortes, très complexes. Donc, il faut un moteur dans le roman, une espèce de dynamisme, de narration. Et autour de ça, je peux construire, comme je dis, une automobile de luxe. Mais j'aime beaucoup qu'il y a une vraie histoire, quelque chose qui amène le lecteur jusqu'à la fin. Mais c'est pas facile à faire. Il faut dire que une narration complexe, c'est pas le mécanisme d'une narration complexe, c'est pas facile à construire. Donc c'est un artisanat, si vous voulez, de faire quelque chose aussi compliqué. Mais pour moi, c'est un grand plaisir. Mais c'est vraiment la squelette, si je peux dire ça. Et autour de ça, je mets le chair, qui est plus intéressant peut-être. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans la littérature française contemporaine, c'est soit les gens font un page turner et ils abandonnent toute ambition littéraire, soit ils ont de l'ambition littéraire et souvent il manque l'histoire qui... Chez nous, c'est pas comme ça. On peut mélanger facilement et quand on pense à l'histoire des romans d'espionnage, les grands auteurs britanniques comme Joseph Conrad, il a écrit au moins 2 romans d'espionnage. Graham Greene, il a écrit 3 peut-être. Anthony Burgess, il a écrit un roman d'espionnage. Et plus récemment, vous avez Ian McEwan, qui a écrit un roman d'espionnage et qui va écrire un autre. Il m'a dit ça. Le prochain McEwan sera un roman d'espionnage. Vous avez John Banville aussi, grand écrivain irlandais, qui a écrit un roman sur notre grand traître Anthony Blunt et moi. Donc, c'est pour nous, et peut-être pour la littérature anglo-saxonne, c'est pas un problème. Norman Mailer, il a écrit un grand roman d'espionnage. Voilà, c'est quelque chose, on peut mélanger les genres facilement dans la littérature anglo-saxonne. On peut écrire un thriller et en même temps être très sérieux. Cette division n'existe pas vraiment. C'est très intéressant de commencer un roman par « Vous êtes ici à Vienne en 1913 ». On est tout de suite, on comprend tout de suite l'allure du roman. En plus, j'ai eu l'idée que c'est un roman d'espionnage, mais pas beaucoup des romans d'espionnage commencent par « vous ». Donc c'est pour indiquer que le roman est beaucoup plus compliqué que peut-être on pense. Et en plus, c'est très intéressant comme on dit, une espèce de métafiction, que c'est une œuvre d'art, c'est un construit. Et avec l'ouverture du roman comme ça et la fin du roman, une espèce de, on dit en anglais, bookend, vous avez là très clair l'idée de quelque chose, une œuvre d'art construite par moi. Donc beaucoup des choses, beaucoup des avantages, mais c'est à cause de ces 3 raisons que j'ai commencé comme ça. Oui, absolument, mais c'est ça le plaisir d'écrire et je pense le plaisir de lire aussi, parce que
le roman est une forme d'art incroyablement libre, incroyablement généreux. On peut faire n'importe quoi dedans. Et on oublie ça, on est obsédé par le cinéma, la télévision, l'Internet, mais vous avez dans le roman vraiment une liberté immense. Et je pense qu'il faut que le romancier l'exploite. Et c'est que je fais. Je m'amuse beaucoup et j'espère que les lecteurs sont bien amusés aussi. C'est pour m'amuser un petit peu parce que peut-être je suis trop éduqué après 12 ans à l'université, après être professeur à Oxford. J'ai une énorme connaissance de la littérature anglaise et européenne, donc on est tenté d'ajouter les petites plaisanteries littéraires dans le roman. Si on les loupe, c'est pas grave, mais si on sait que Marlowe est en référence à soit Philip Marlowe de Raymond Chandler ou Marlowe, l'écrivain du XVIe siècle, ça c'est quelque chose de bien, c'est une richesse dans le roman. Mais certaines fois, c'est vrai, c'est un indice à suivre, mais autrement c'est quelque chose d'amusant. Mediapart. Entretien. J'ai eu toujours envie de revisiter la guerre parce que chaque fois que je la quitte, je sais que c'est toujours très important. Surtout, par exemple, la conférence de paix à Paris en 1919. On est toujours au milieu des conséquences de cet événement. Et je me rends compte chaque fois que j'entends les choses qui arrivent dans le Moyen-Orient, par exemple. C'était à cause de la Première Guerre mondiale que nous sommes dans cette terrible situation. Donc il faut revisiter, et en plus pour moi, ce que m'intéresse encore, c'est l'histoire de l'espionnage. À l'époque, c'était peut-être plus intéressant qu'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de nouveau. Notre service secret était fondé en 1909, donc c'est assez jeune, et surtout quand il y avait besoin des espions pendant la Première Guerre mondiale, vous avez un service des amateurs, quoi. Donc pour un romancier d'avoir un espion à ce moment-là, c'est très intéressant. Donc beaucoup de raisons, mais je suis toujours très, très fasciné par la guerre 14-18. C'est pas vraiment le passé, parce que ma grand-mère, par exemple, était née en 1877 ou quelque chose comme ça. Donc, je connaissais très bien une vieille dame du 19e siècle. C'est incroyable. Donc, c'est pas loin. Mon grand-père a été blessé à la bataille de Somme en 1916. Ça, c'est quelque chose de très proche à notre famille. Donc, c'est quelque chose que je peux revisiter sans problème. Et non, c'est vraiment l'idée que nous sommes devenus modernes, les gens du XXe siècle, à ce moment-là, c'est très, très impressionnant. Les certitudes du XIXe siècle sont parties et nous sommes devenus les gens plus soupçonneux, plus incertains, plus prudents peut-être. Et c'est ça l'esprit que nous avons créé après la guerre. Je pense que c'est une question de n'être pas sûr des choses. S'il y a une question, il y a peut-être 5 réponses. La vérité, c'est quoi? Peut-être il y a toujours plusieurs vérités. Ça dépend de la personne.
Donc pour moi, c'est l'âge de l'incertitude, tout simple, dans laquelle nous vivons. Et l'incertitude, ça peut être dans les relations personnelles, la vie politique, les guerres d'ici et là. C'est vraiment, on est très conscient maintenant que c'est difficile de tout comprendre, même impossible. Donc si vous êtes dans cette situation, ça change votre manière de vivre, quoi. Un grand thème du roman, c'est ce voyage que Lysander fait. Le roman commence dans une journée brillante, ensoleillée, et se termine une nuit à Londres, brumeux, pluvieux. Et Lysander est en plein soleil au début et en plein ombre à la fin. Donc c'est ça que le voyage que nous, je pense, nous aussi, nous faisons en quittant le début du XXe siècle et en arrivant aujourd'hui. Et c'est pas quelque chose de mal en plus, parce que si cette situation est vraie, donc on avance avec une perspective plus honnête, plus intelligent, à mon avis, parce que on ne prétend pas que tout est possible à savoir. Mediapart. Entretien. J'ai toujours eu envie que le monde de mes romans est très très réel. Donc comment faire ça? Et souvent je pousse la fiction dans le monde d'actualité, de reportage, de l'histoire, quoi. Et on peut ajouter les personnages vrais, on peut les introduire dans une fiction sans problème. Et la conséquence de ça, c'est, à mon avis, c'est que la fiction que vous avez créée est plus réelle. Il y a la frontière entre les faits et la fiction est floue. Et ça, j'aime ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai joué avec dans plusieurs romans. Mon roman Les Nouvelles Confessions, bien sûr, c'est une espèce de autobiographie fausse, mais le personnage principal semble être quelqu'un vrai. Est-ce que j'ai entendu parler de John James Todd? Oui, c'était difficile à dire. Et puis avec À livre ouvert, c'était un roman avec un index, et des notes, un commentaire éditorial. Même la forme du roman, ça ressemble un petit peu à une vraie édition d'un journal intime. Mais il y a des vrais personnages dedans, bien sûr. Mais surtout avec la petite biographie que j'ai faite autour de mon peintre imaginaire Nat Tate, je pense que là, j'ai poussé la fiction dans le monde du réel au maximum. Picasso est dedans, Georges Braque est dedans, il y a des personnages vivants qui ont des mémoires de Nat Tate qui n'existaient pas. Donc tout est mélangé. Mais les faits, je pense, c'est très puissant. Et l'histoire de Nat Tate, le canular de Nat Tate, s'est passé il y a 14 ans, mais ça continue. On a vendu un dessin de Nat Tate au Sotheby's pour 7000 livres l'année dernière. Mais il n'existait pas, Nat Tate. Comment ça se passait? C'est très intéressant de jouer avec les deux mondes, et ça revient un petit peu à cette question d'incertitude. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fiction? J'aime beaucoup qu'on est incertain. Donc, dans ce roman ici, c'est une fiction, bien sûr, mais il y a des choses absolument véridiques dedans. Non seulement la rencontre avec Sigmund Freud, mais par exemple l'histoire du directorat des mouvements qui semble quelque chose kafkaesque, mais ça existait, ça.
à Londres au milieu de la Première Guerre mondiale. Et c'est fascinant d'avoir cet département de l'État qui ressemble un petit peu à un roman de Kafka. Donc je joue toujours avec est-ce qu'il a inventé ça ou non, la thérapie de parallélisme que j'ai inventée, je dois dire, tout de suite. On ne trouve pas les spécialistes, mais c'était exactement pour faire, déstabiliser un petit peu la confiance du lecteur. Puis c'est un art du roman, cette théorie que vous avez Oui, inventée. absolument. Oui, absolument. C'est le plaisir de libérer l'imagination. C'était bien sûr, j'aurais pu faire des recherches sur les vraies thérapies de l'époque, mais il me semblait plus amusant d'inventer quelque chose et de jouer avec. Donc, c'est très plausible, le parallélisme, et ça peut marcher, on ne sait jamais. L'idée de Henri Bergson, finalement, la fonction fabulatrice que nous avons tous, c'est notre émotion, notre imagination qui fait vivre le monde. Si on se lève triste, le monde est triste. Si on se lève heureux, tout est joli et agréable. C'est vrai qu'on fait une grande contribution à notre monde. C'est pas là, comme ça, c'est quelque chose qu'on crée. Donc, l'idée de fictionnaliser notre vie, c'est vraiment quelque chose de très plausible, bien possible. Et c'est vrai, c'est que ce que on fait comme romancier, surtout si on est un romancier réaliste, parce que je veux bien absolument que le monde de mon roman semble vrai, semble détaillé, riche, texturé. C'est très important que ça semble authentique. Donc il faut faire les efforts. Alors, ce qui est intéressant dans cette théorie de Ben Simon, c'est le côté thérapeutique de la fiction. C'est-à-dire que finalement la vérité est annexe ou secondaire, ou enfin n'a pas d'importance à partir du moment où, puisqu'on peut guérir par la fiction, alors la fiction est un médicament. Oui, absolument, oui, c'est un bénéfice. Oui, et je pense que c'est quelque chose qu'on fait déjà. Si on a des mémoires désagréables, on les oublie. Si on a fait quelque chose de honteuse, on réimagine le moment et c'est moins sérieux. Si vous voulez, déjà on fictionnalise notre vie ou nos mémoires. Donc j'ai pris cette idée qui est là et j'ai transformé un petit peu et j'ai évolué la thérapie de parallélisme. On raconte les histoires, est-ce qu'on peut les croire ou non? Et paradoxalement, la seule chose dans laquelle on peut avoir confiance, c'est un roman. Parce qu'il y a un seul intelligence qui le dirige. Et si vous voulez la vérité, lire une fiction. Entretien. Lysander, à cause de, il est mal éduqué. Et souvent, il est intelligent, mais son éducation était pas terrible. Donc, il sait qu'il manque quelque chose côté intellectuel. Donc, il essaie de se présenter comme quelqu'un plus cultivé. Il est acteur, il a ses astuces. Non, il faut créer un personnage réel. Il n'est pas typique, il n'est pas stéréotypique non plus. Donc, tous les fautes de Lysander, toutes ses habitudes personnelles sont pour le faire vivre dans la tête du lecteur. Lysander devient de plus en plus
intelligent, de plus en plus conscient comment sa vie est manipulée un petit peu. Il est victime aussi, Lysander. Il ne veut pas être espion. C'est pas par volonté. Donc, il gagne la sagesse petit à petit après ses expériences dans le roman. Mais cette sagesse, c'est que la vie est compliquée et les choses ne sont pas claires, mais c'est un progrès quand même. Il a une éducation, malgré lui peut-être, mais c'est quelque chose que dans sa vie, il remarque de plus en plus comment passent les choses, quels sont les indices de son destin, etc. C'était vraiment une espèce d'éducation dure. J'ai eu envie toujours d'être objectif et aussi subjectif. Et d'avoir le journal intime de Lysander, ça donne l'opportunité de voir comment il comprend qu'est-ce qui se passe dans sa vie ou non. Et souvent, il se trompe, Lysander. Et pour nous, lecteurs, de voir ces moments-là, c'est très intéressant de le juger, de dire non, n'allez pas par cette route-là, ça va être embêtant. Mais donc, c'est un jeu que nous, les romanciers, peut jouer. Mais pour moi, c'est toujours cette idée que on voit plus, c'est ça qui est attirant. C'est pas seulement une histoire racontée dans la troisième personne, on a l'opportunité d'entrer dans la tête du personnage principal et de lire ses pensées. Et c'est très intéressant ça. Et c'est encore des aspects du roman qu'on peut exploiter. Je pense que les émotions sexuelles sont vraiment impossibles d'ignorer, surtout si vous écrivez un roman qui traite des vrais personnages. C'est un roman, bien sûr, et les choses arrivent, et Lysander est un jeune homme de 28 ans, assez passionnant, très intéressé par les jolies femmes autour de lui. Et il est acteur, et à l'époque, c'était peut-être le milieu de société le plus libre et le plus moderne aussi. C'était très intéressant de lire les histoires du monde du théâtre avant la Première Guerre mondiale. On reconnaît très vite qu'ils étaient comme nous. Donc d'avoir un acteur au centre de ce roman, amoureux, c'est quelque chose qui nous mène plus proche à l'histoire, plus proche à l'âge il y a 100 ans. Et je pense que c'est très important parce que les gens ne changent pas vraiment, à mon avis. Les désirs, les besoins, les rêves sont toujours la même chose. Même il y a 500 ans ou 1000 ans, on est toujours la même espèce de gens. Et je pense que c'est quelque chose que je veux montrer, que même au début du XXe siècle, Lysander et ses amis étaient comme nous. Mediapart.